Abandonné par mes parents pour mon jumeau. Des années plus tard, ils sont venus mendier de l'aide. Mais je ne suis plus la même fille. Et ils ne s'attendaient pas à ce que je fasse ensuite. J'ai 28 ans, et j'ai un frère jumeau. En grandissant, mes parents nous ont toujours traités très différemment. Pour une raison que j'ignore, ils semblaient réellement convaincus que mon frère était destiné à un avenir exceptionnel, tandis que moi, j'étais étiqueté comme la brebis galeuse, simplement parce que je préférais faire du sport ou me faire des amis plutôt que de me plonger dans les études. Nous étions constamment comparés, ce qui était démoralisant et a miné mon estime de moi dès le plus jeune âge. Enfant, je devais regarder mon frère recevoir de somptueuses fêtes d'anniversaire entouré de ses amis, alors que moi, j'étais à peine considéré. Il organisait souvent des soirées pyjama, tandis qu'on ne me permettait même pas d'inviter mes amis chez moi. Pour être honnête, j'ai détesté chaque minute de mon enfance. La seule personne dans la famille qui semblait se soucier de moi, c'était ma grand-mère. À chaque visite, elle m'apportait mes chocolats préférés et me donnait parfois quelques dollars pour que je puisse me faire plaisir plus tard. Au fil des années, ce favoritisme flagrant envers mon frère s'est lentement transformé en maltraitance émotionnelle dirigée contre moi. Mes parents se moquaient ouvertement de mes notes et rabaissaient mes centres d'intérêt. J'avais l'impression que peu importe mes efforts, je ne serais jamais à la hauteur de leur image de la fille parfaite. Même si j'étais doué en sport, ils m'ont interdit de participer à des activités extrascolaires parce qu'ils voulaient que je me concentre uniquement sur les études, comme mon frère. C'était frustrant, et en tant qu'enfant, je me sentais totalement impuissante. Plus tard, en seconde, j'ai de nouveau été puni, cette fois pour avoir installé Snapchat sur mon téléphone. Je n'avais rien fait de mal. Comme beaucoup d'adolescents de mon âge, j'avais téléchargé l'application pour rester en contact avec mes amis. Mais pour mes parents, c'était un crime grave, une trahison de leur confiance, puisqu'ils m'avaient interdit de communiquer avec mes camarades. Ils sont devenus fous, ont jeté toutes mes affaires partout dans ma chambre. Puis, ils ont enlevé la porte de ma chambre et m'ont dit que je n'aurais plus aucune intimité tant que je vivrais sous leur toit. En voyant mes parents m'abuser de la sorte, mon frère jumeau ne m'a pas défendu, au contraire, il a empiré la situation. L'environnement toxique créé par nos parents lui a permis de tirer profit de la situation. Il a pris l'habitude de mentir à mon sujet, de m'accuser à tort pour échapper aux conséquences de ses actes. S'il volait quelque chose, il me désignait comme coupable, et nos parents, déjà enclins à croire le pire de moi, acceptaient ces mensonges sans hésiter. Ils se moquaient de moi devant mes amis d'école et se riaient de mon apparence. Pourtant, j'avais un large cercle d'amis car j'étais sociable et ouverte aux autres. Mon frère, en revanche, avait du mal à s'intégrer socialement et a commencé à envier ma capacité à créer des liens, lui qui, plus introverti, se sentait mal à l'aise dans les interactions. Cette jalousie a atteint son paroxysme le jour de nos 14 ans, lorsque personne n'est venu à son anniversaire. Je ne sais pas pourquoi ses amis ont agi ainsi, mais en contraste total, mes amis m'ont emmené manger une glace et j'ai passé une merveilleuse journée. Cela a rendu mon frère encore plus furieux. Pour se venger, il a commencé à répandre de fausses rumeurs sur moi à l'école, me faisant passer pour une fille pourri gâtée. Il a raconté à tout le monde que je le battais à la maison par jalousie parce que nos parents le préféraient. Sans que je le sache, il est allé jusqu'à se faire du mal lui-même pour créer de fausses preuves. Il s'infligeait des bleus ou un œil au beurre noir intentionnellement. Le lendemain, il arrivait à l'école en montrant ses blessures auto-infligées comme preuve de mes soi-disant violences, accompagnées d'histoires inventées de toutes pièces. Quand nos parents lui demandaient d'où venaient ses blessures, il mentait en disant qu'il s'était blessé en jouant au foot avec des amis. Ces mensonges et ces faux hématomes ont commencé à paraître crédibles, et les gens ont commencé à croire à sa version tordue des faits. Les rumeurs se sont vite répandues, et même mes amis ont commencé à me regarder avec suspicion. Au début, j'ai remarqué des changements subtils, des amis qui me saluaient dans les couloirs ne me parlaient plus, les invitations aux sorties de groupe devenaient rares et impersonnelles. C'était comme si tout le monde avait soudainement changé d'avis, hésitant à fréquenter la prétendue fille violente et pourri gâtée. Un jour, j'ai enfin eu le courage de demander à ma meilleure amie pourquoi elle s'était éloignée. Elle m'a raconté les rumeurs que mon frère faisait circuler. Elle m'a révélé en détail les mensonges qu'il avait inventés, m'accusant de choses que je n'aurais jamais imaginé faire. J'étais sous le choc. C'était un mélange d'incrédulité et de trahison, comme si le sol s'effondrait sous mes pieds. Mon propre frère, celui avec qui j'avais grandi, mentait sur moi, m'accusant d'atrocités inimaginables. C'était une trahison profonde, qui m'a laissé le cœur lourd et un nœud à l'estomac. Le lendemain, je l'ai confronté au lycée, mais il a refusé de m'adresser la parole. Je l'ai supplié d'arrêter de mentir à mon sujet, mais il m'a regardé avec mépris et m'a dit que je méritais de pourrir toute seule. J'étais sans voix, ses mensonges et son comportement commençaient à me faire peur. Je voulais en parler à mes parents, mais je savais qu'ils croiraient mon frère plutôt que moi. L'isolement me pesait,
surtout moi qui avais toujours été sociable. J'avais l'impression que les mensonges jaloux de mon frère étaient en train de détruire les liens que j'avais mis des années à construire. Même les professeurs ont commencé à entendre parler des rumeurs. C'était surréaliste, comme si je vivais dans une réalité parallèle où ma véritable personnalité était écrasée par la version mensongère créée par mon propre frère. Les ragots avaient dépassé le simple stade de commérage d'adolescents, ils étaient en train de modeler la manière dont les autres me voyaient. Et puis, la rumeur est arrivée jusqu'au directeur, et mon pire cauchemar est devenu réalité. Le principal m'a immédiatement convoqué, ainsi que mon frère et nos parents, dans son bureau pour discuter de ces soi-disant rumeurs. J'étais terrifié, assise là sans savoir ce qui allait m'arriver, pendant que le principal exigeait la vérité. J'espérais que mon frère finirait par avouer, mais au lieu de ça, il a doublé la mise dans ses mensonges. Il a affirmé au principal que oui, les rumeurs étaient vraies, et m'a décrite comme une brute qui le frappait dès que nos parents avaient le dos tourné. Je n'en revenais pas. J'étais sous le choc pendant qu'il tissait ce récit tordu selon lequel j'étais jalouse de lui parce que nos parents l'aimaient plus. C'était un tissu de mensonges, mais il s'accrochait à son histoire comme à une bouée. Ma mère s'est mise à pleurer en entendant les propos de mon frère, le serrant dans ses bras comme s'il était un héros. Mon père, lui, tentait de le réconforter, lui disant qu'il était courageux d'avoir parlé, et qu'il ne laisserait plus jamais une chose pareille arriver. J'ai essayé de me défendre, suppliant le principal de me croire, que tout cela était inventé. J'avais l'impression de me noyer dans une mer d'accusations, tentant désespérément de garder la tête hors de l'eau, mais mon frère continuait d'affirmer que j'étais une personne violente qui se défoulait sur lui chaque jour. Ma mère, en larmes, continuait de serrer mon frère dans ses bras, tout en me lançant des regards accusateurs. C'était comme me battre contre un mur de croyances forgé autour du mensonge de mon frère. Le principal m'a sévèrement réprimandé, disant que l'école ne tolérait pas l'intimidation et que cela justifiait une exclusion. Je l'ai supplié de ne pas me suspendre, les larmes coulant sur mes joues, en lui répétant que je n'avais rien fait à mon frère. Mais il a secoué la tête avec fermeté, disant qu'il ne pouvait pas fermer les yeux là-dessus. Il a ajouté que je serais suspendu pendant 10 jours afin que cela serve d'exemple aux autres. La sentence m'a frappé de plein fouet, et j'ai fondu en larmes, le suppliant presque à genoux de reconsidérer sa décision. Mes parents, furieux et honteux de toute cette situation, m'ont tiré hors du bureau du principal. Je ne voulais pas partir. Je voulais me défendre et les faire comprendre, mais personne ne voulait m'écouter. Une fois rentré à la maison, les choses ont pris un tournant brutal. Mon père s'est mis à faire mes valises. J'étais choquée, confuse, je ne comprenais pas ce qui se passait. Ma mère lui a demandé ce qu'il faisait, mais il s'est contenté de crier qu'il ne pouvait pas me laisser vivre sous le même toit que mon frère. Je pleurais, littéralement à genoux, suppliant mon frère de dire la vérité, mais il est resté froid et indifférent face à ce qui se passait. Mon père a continué à remplir la valise, qu'il a ensuite jetée dans le couloir. Je me suis accroché à ses jambes, le suppliant de ne pas me mettre dehors. C'était comme un cauchemar éveillé. Il m'a dit qu'une brute comme moi ne méritait pas de vivre sous son toit, et qu'il allait appeler sa mère, ma grand-mère, pour qu'elle vienne me chercher si elle en avait envie. J'avais l'impression que le monde s'était écroulé sous mes pieds. Je suis resté là, figé, entouré de mes affaires éparpillées dans le couloir, expulsé de ma propre maison. Finalement, ma grand-mère est arrivée. Elle a ramassé mes affaires, m'a aidé à les mettre dans la voiture et m'a installé sur le siège passager. Elle s'est assurée que j'étais bien attaché avant d'aller frapper à la porte de mes parents. Quand mon père a ouvert, elle s'est mise à crier contre lui pour m'avoir traité ainsi. Avec une détermination féroce, elle l'a prévenu que s'il osait encore m'approcher ou tenter de me recontacter, elle n'hésiterait pas à faire appel à la police ou au service de protection de l'enfance, car ce qu'il avait fait à une jeune fille comme moi pourrait le mener en prison. Ma mère, tentant de se dédouaner, a dit que tout était ma faute. Mais ma grand-mère n'a rien voulu entendre. Elle a tenu bon, me défendant bec et ongles, en insistant sur le fait que je n'étais qu'une enfant qui ne méritait pas d'être traitée aussi cruellement. C'est la première fois de ma vie que j'ai senti la force de ma grand-mère. Elle n'a pas plié devant mes parents, et contrairement à tout le monde, elle m'a cru. Finalement, nous avons quitté cette maison, la seule que j'ai jamais connue. Je ne peux même pas décrire la douleur que j'ai ressentie à ce moment-là. Je me souviens d'avoir passé mes journées à pleurer dans mon lit, refusant de manger malgré les tentatives de ma grand-mère. Je lui ai tout raconté sur ce que mon frère avait fait, et elle a été choquée elle aussi. Elle m'a assuré qu'elle me croyait et qu'elle était heureuse d'être celle qui se tenait à mes côtés. Quand la suspension de 10 jours a pris fin, retourner à l'école me semblait comme entrer dans la gueule du loup. En marchant dans les couloirs familiers, les visages de mes camarades disaient tout, jugement, chuchotement, regard en coin. Le poids des fausses accusations flottait encore dans l'air. Pendant ce temps, mon frère m'ignorait totalement, agissant comme si je n'existais pas.
Il s'était lié d'amitié avec quelques personnes qui croyaient à son histoire et le considéraient comme la victime de mes prétendues attaques. Peu importe combien j'essayais de raconter ma version des faits, personne ne m'écoutait. J'étais devenu une paria, marqué par une réputation injuste qui me collait à la peau comme une ombre. Peu importe où j'allais, en classe, à la cafétéria, dans les couloirs, tout le monde me regardait avec mépris et méfiance. Je suis devenu solitaire. Je baissais la tête, allais à tous mes cours, mangeais seul à la cafétéria, puis rentrais directement chez ma grand-mère. Je n'avais plus d'amis, et il semblait que personne ne se souciait de ma présence. Pendant tout ce temps, mes parents ne m'ont jamais appelé pour savoir comment j'allais. Ma grand-mère, elle, ne cessait de me rappeler que rien de tout cela n'était de ma faute, et qu'un jour, tout irait mieux. J'ai terminé le lycée avec de bonnes notes et j'attendais l'université avec impatience, dans l'espoir d'y vivre une vie meilleure. C'est à la fac que j'ai enfin connu ce qu'était la vraie liberté. Pour la première fois, personne ne me surveillait, ne me comparait, ni ne cherchait à me faire concurrence. J'ai rencontré des gens et noué des amitiés avec des personnes qui me ressemblaient. Malgré les cicatrices émotionnelles et physiques laissées par ma famille et mes camarades, j'ai décidé de tourner la page et de profiter de l'université autant que possible. C'est à cette période que j'ai découvert mon talent pour la rédaction de contenu. J'avais toujours voulu être écrivaine, mais je doutais de la viabilité de ce rêve à long terme. Alors, j'avais abandonné cette idée. Mais pour gagner un peu d'argent, j'ai commencé à faire du freelancing. Je me suis inscrite sur plusieurs plateformes, ce qui m'a permis de décrocher des missions. C'est ainsi que j'ai peu à peu construit mon portfolio. Durant toute la fac, j'ai gardé ce travail d'appoint et je n'ai jamais demandé un seul centime à mes parents. Après avoir obtenu mon diplôme, au lieu d'intégrer une entreprise, j'ai compris que je pouvais faire de l'écriture de contenu mon métier à plein temps. Je m'en sortais très bien grâce à plusieurs clients et à des relations professionnelles durables, ce qui me permettait d'être incluse dans de nombreux projets. Avoir une véritable carrière en freelance m'a non seulement rendue financièrement indépendante, mais m'a aussi permis de voyager à travers le monde en tant que nomade digital. Voyager m'a aidé à guérir de mon passé, même si ce n'était pas facile. J'ai économisé autant que possible et j'ai parié sur moi-même. Au fil des années, j'ai vu tant de choses à travers le monde, et il m'en reste encore tant à découvrir. La seule personne que je considérais comme de la famille durant tout ce temps, c'était ma grand-mère, que j'adorais plus que tout. Elle était triste quand j'ai quitté la maison, mais elle comprenait que j'avais besoin de me construire seul. Malgré mon emploi du temps chargé, je faisais toujours en sorte d'être là pour elle dès que possible. Je venais la voir les week-ends, on partageait des repas ensemble où on s'asseyait sur le porche à discuter de souvenirs d'enfance ou des dernières nouvelles. Les week-ends, je passais souvent mes après-midi à l'aider avec les tâches ménagères ou à l'accompagner au parc pour une promenade tranquille. Récemment, j'ai terminé l'un des projets les plus importants de ma carrière. Je ne peux pas mentionner la marque, mais j'ai eu la chance d'écrire des articles de blog et des descriptions de produits pour eux. À la fin du projet, j'ai demandé à l'équipe avec laquelle j'avais travaillé de laisser des avis positifs sur mon site web, ce qu'ils ont fait avec plaisir. J'ai ensuite pris des captures d'écran de certains de leurs avis pour les publier sur mon compte Instagram, sachant que collaborer avec cette marque représentait une grande réussite. Comme prévu, de nombreux autres rédacteurs de contenu m'ont contacté pour me féliciter de mon succès professionnel et ont même partagé mon histoire pour m'aider à la faire connaître. C'est ainsi que j'ai commencé à recevoir des messages d'inconnus qui avaient eux aussi besoin d'aide pour leur site web. Mes proches ont également remarqué cela, et certains m'ont contacté pour me féliciter. Finalement, le doyen de mon université m'a contacté. Il m'a écrit après avoir vu les progrès que j'avais faits et m'a proposé de revenir à l'université pour donner un séminaire et parler aux étudiants de la manière de bâtir une carrière en rédaction de contenu. J'étais assez nerveuse, car je ne suis pas très douée pour parler en public, mais j'ai décidé de prendre le risque et j'ai accepté. Quand je me suis retrouvé devant autant de gens pour partager mes expériences et mes connaissances, j'ai eu l'impression que la boucle était bouclée. J'ai prononcé un discours sur les épreuves que j'ai traversées et sur les efforts que j'ai fournis pour m'en sortir malgré les jours difficiles. Honnêtement, c'était une expérience très enrichissante de pouvoir encourager les autres et contribuer à la croissance de la communauté des rédacteurs. Certains extraits de mon intervention ont commencé à devenir viraux dans des groupes Facebook, car beaucoup de gens s'y retrouvaient. Ça faisait du bien d'être enfin reconnu pour tout le travail que j'avais accompli. La semaine dernière, j'ai été invité à intervenir sur une chaîne de télévision locale. C'était une émission sur les avantages de la rédaction de contenu, et ils m'ont invité à partager mon parcours et mes conseils avec les téléspectateurs. J'étais un peu nerveuse, mais aussi très enthousiaste. Pendant l'émission, j'ai parlé de mes expériences, de l'importance des avis clients, et de la manière dont un simple message de remerciement pouvait ouvrir des portes vers des opportunités incroyables.
Avoir l'occasion de toucher un public plus large et d'inspirer plus de personnes dans ce domaine était à la fois gratifiant et excitant. Quand l'émission a été diffusée, j'ai partagé quelques extraits sur Instagram, fier d'avoir été invité à la télévision. C'est ainsi que mes proches et mes cousins ont commencé à se rendre compte du chemin que j'avais parcouru dans ma carrière. Voyez-vous, comme mes parents ne parlaient jamais de moi à personne, ils ignoraient que je travaillais avec des marques connues et que j'étais invité à la télévision. C'est ainsi que la nouvelle s'est rapidement propagée dans la famille. Je suppose que cette interview télévisée a finalement atteint mes parents, car quelques jours plus tard, alors que je travaillais sur un autre projet avec mon téléphone en mode silencieux, j'ai vu, une fois mon travail terminé, que j'avais 6 appels manqués de ma mère. Honnêtement, j'étais choqué de voir son nom s'afficher sur mon téléphone, car cela faisait très longtemps qu'elle ne m'avait pas appelé. Après toutes ces années de silence, je ne comprenais pas pourquoi elle essayait de me joindre. J'ai rappelé, un peu hésitante, et elle a répondu tout de suite. Je lui ai demandé si tout allait bien, et elle a commencé à me féliciter. Mon père, probablement à côté d'elle, s'est joint à la conversation. Il a commencé à me poser des questions sur ma vie, et j'y ai répondu sans trop réfléchir. Rien ne m'a semblé étrange jusqu'à ce qu'il commence à me demander combien je gagnais aujourd'hui. Je leur ai répondu que cela ne les regardait pas, et mon père m'a dit que nous étions une famille et que je ne devrais pas être gêné de leur dire. Je leur ai simplement dit que je m'en sortais très bien financièrement. En entendant cela, ma mère a commencé à parler de la difficulté de leur situation actuelle. J'ai froncé les sourcils, méfiante. En gros, voici à quoi ressemblait la conversation. Maman, nous sommes à la retraite maintenant et cela fait un moment que nous voulons rénover la maison. Elle n'est plus en bon état et nous n'avons aucune économie. Moi, d'accord, maman. Maman, ton succès nous redonne de l'espoir. En te voyant à la télévision aujourd'hui, on s'est dit que peut-être tu pourrais nous aider en finançant les rénovations. Papa, après tout, nous sommes une famille. Tu ne devrais pas hésiter à partager un peu de tes revenus avec nous. On aurait vraiment besoin de ton aide. Moi, vous vous fichez de moi? Pourquoi me demandez-vous de l'argent alors que vous n'avez même pas pris de mes nouvelles depuis des années? Je ne sais pas ce qui vous a poussé à me contacter, et même si j'apprécie les félicitations, je ne vais en aucun cas vous aider. En entendant cela, ma mère m'a dit que j'étais méchante et que je devais soutenir ma famille. Mon père a ajouté qu'en tant que parent, il méritait d'être pris en charge, et que c'était bien le minimum que je pouvais faire. J'étais tellement en colère que j'ai eu envie de leur dire tout ce que je pensais. Et soudain, une idée m'a traversé l'esprit, au lieu de simplement m'énerver, je devais leur donner une leçon. Leur montrer qu'ils ne pouvaient pas profiter de moi après tout ce qu'ils m'avaient fait subir. Je leur ai dit que j'étais prête à les aider, mais seulement s'ils acceptaient mes conditions. Mon père, intrigué, m'a demandé quelles étaient ces conditions. Sans hésiter, j'ai énoncé ma demande, s'ils voulaient mon aide, ils devaient admettre publiquement, devant toute la famille et leurs amis, que mon frère avait été l'auteur des rumeurs blessantes qui avaient détruit ma réputation. Je voulais qu'il humilie mon frère de la même manière qu'il m'avait humilié en croyant à ses mensonges et en me rejetant. Je voulais qu'ils assument leurs actes et reconnaissent la douleur qu'ils m'avaient infligée. En entendant cette condition jugée impossible, mon père a commencé à remettre en question la nécessité d'une telle déclaration. Ma mère m'a dit que c'était complètement inutile et que nous pouvions en discuter en privé. Mais j'ai tenu bon. Cette condition n'était pas négociable. C'était une exigence indispensable pour tout aide qu'ils espéraient recevoir de moi à l'avenir. Alors que la tension montait, mon père a haussé la voix, me rappelant qu'il était mon père et que c'était mon devoir d'aider ma famille dans le besoin. Ma mère, dans une dernière tentative désespérée, m'a supplié de faire ce qu'il fallait, en soulignant les années qu'ils avaient passées à m'élever. Je n'ai pas pu m'empêcher de trouver ironique leur soudaine supplication. Je leur ai rappelé le passé, le fait qu'ils m'avaient mise à la porte, et que c'était ma grand-mère qui m'avait réellement élevé, pas eux. Ils ont commencé à s'énerver de plus en plus, mais je leur ai dit fermement que s'ils voulaient me recontacter et demander de l'aide financière à l'avenir, alors la vérité devait être reconnue publiquement, et mon frère devait assumer les conséquences de ses actes. Depuis cette conversation, mes parents n'arrêtent pas de m'appeler, mais je les ignore. Je commence même à regretter de les avoir rappelés ce jour-là. Mise à jour 1. La semaine qui a suivi mon dernier témoignage a été mouvementée, et le soutien et les encouragements que j'ai reçus de la part de tout le monde ont été bouleversants. C'est réconfortant de savoir que je ne suis pas seul. En ce moment, je suis heureuse que tout le monde soit d'accord pour dire que je ne devrais pas interagir avec mes parents ni même envisager de les aider après tout ce qu'ils m'ont fait subir. La raison pour laquelle je leur ai donné une condition aussi difficile, c'est parce que je savais qu'ils seraient pratiquement incapables de l'accepter. Je sais qu'ils aiment trop mon frère, et même s'ils ont peut-être compris maintenant que tout ce qu'il a dit était un mensonge, je sais qu'ils ne le mettront jamais dans la même situation qu'ils m'ont imposée. Aujourd'hui,
mon frère m'a envoyé un message audio après que mes parents ont essayé de me joindre à nouveau et que j'ai refusé de répondre à leurs appels. Voici ce qu'il a écrit. Salut Serette, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, et honnêtement, chaque jour sans toi dans ma vie a été génial. J'ai entendu dire que papa et maman ont pris contact avec toi et que tu leur as posé un ultimatum complètement fou. Ils ne feront jamais ça, tu le sais, non? Clairement, ils ne t'ont jamais aimé et ils ne feront jamais rien qui pourrait me blesser. J'admets que j'ai menti à ton sujet il y a 15 ans, mais ça fait longtemps maintenant, alors arrête d'être égoïste et essaie de tourner la page. En plus, tu n'es pas marié et tu n'as pas d'enfants, alors pourquoi tu ne voudrais pas les aider à rénover la maison? Fais ce qu'il faut et sois une meilleure fille. Lire ce message m'a transpercé le cœur comme un poignard. L'audace avec laquelle il a minimisé ce que j'ai vécu et les conditions que j'ai posées en disaient long sur son absence totale d'empathie. Sa tentative de me culpabiliser en soulignant que je suis célibataire et sans enfant ajoutait encore une couche d'insensibilité. Le fait qu'il pense que je devrais donner la priorité à leurs besoins plutôt qu'à mon propre bien-être était non seulement insultant, mais révélateur du peu d'estime qu'il a pour moi. Ce message m'a donné l'impulsion nécessaire pour enfin reprendre le contrôle de la situation et révéler la vérité restée cachée depuis bien trop longtemps. Je me suis installé pour rédiger un email à mes parents et à mes proches, dans lequel je partageais les détails douloureux de mon enfance et le traitement injuste que j'ai subi en grandissant chez mes parents. Dans ce message, j'ai décrit l'environnement strict et oppressant dans lequel j'ai vécu, et la manière dont j'étais traité par rapport à mon frère jumeau. J'y ai aussi raconté la rumeur malveillante et totalement fausse que mon frère avait répandue à mon sujet au lycée, une rumeur qui m'a coûté cher et a gravement terni ma réputation. J'ai expliqué comment mes parents m'avaient mise à la porte, et comment, sans ma grand-mère, je serais peut-être morte. À la fin, j'ai demandé à tout le monde de lire le message que mon frère m'avait envoyé. J'y ai joint une capture d'écran où il admettait avoir menti à mon sujet. C'était une confession claire, et j'espérais qu'elle expose les mensonges qu'il avait entretenus pendant bien trop longtemps. J'ai envoyé ce message il y a tout juste 1 heure, et je sais que ça va créer un sacré remue-ménage une fois que mes parents et mon frère l'auront lu. Je vous tiendrai au courant de la réaction de ma famille à mon email. Mise à jour 2. Cela fait 1 mois depuis ma dernière mise à jour, et beaucoup de choses se sont passées. Comme vous pouvez l'imaginer, ma famille a explosé après avoir reçu l'email. Mes parents ont reçu de vives critiques de la part de proches qui ignoraient jusqu'alors l'ampleur du favoritisme et des abus émotionnels. De nombreux membres de ma famille m'ont contacté pour me dire qu'ils n'avaient aucune idée de tout cela et m'ont présenté leurs excuses pour ne pas avoir été là pour moi. Mon frère et mes parents m'ont ensuite inondé de messages, de plus en plus violents et menaçants, alors j'ai décidé de contacter un avocat qui leur a envoyé une lettre de mise en demeure. En gros, cela les avertissait de ne plus jamais me contacter, sous peine de conséquences juridiques sérieuses. Apparemment, cela les a effrayés, car ils ont cessé tout contact. Ma grand-mère pense que j'ai bien fait d'informer tout le monde de ce qui s'est passé, et elle me soutient totalement. C'est la seule personne qui compte vraiment pour moi, alors je suis heureuse de l'avoir de mon côté. Mise à jour 3. Cela fait 2 mois depuis ma dernière mise à jour. Je suis heureuse d'annoncer que tout va bien pour moi en ce moment. Sur le plan professionnel, mon activité de rédaction de contenu est en plein essor. Je reçois régulièrement des invitations pour intervenir dans des séminaires ou des podcasts, ce qui renforce ma position en tant que figure respectée dans mon domaine. Je suis toujours aussi proche de ma grand-mère. J'ai récemment pris une semaine de congé pour passer du temps de qualité avec elle. Elle s'est mise au jardinage dernièrement, et elle m'a appris beaucoup de choses sur les fleurs et les herbes de son jardin. Les moments que je passe avec elle, qu'il s'agisse de partager un repas, d'avoir des conversations sincères ou simplement de profiter de sa présence, sont les souvenirs que je chéris le plus. Ma famille ne m'a plus contacté depuis qu'ils ont reçu la lettre de mon avocat, et je suis soulagé qu'ils me laissent tranquille. Sur le plan personnel, j'ai commencé une thérapie, en espérant pouvoir entamer un vrai processus de guérison. Je pense que c'est ma dernière mise à jour pour le moment.